Le cinéma français. Il y a beaucoup de préjugés dessus. Parfois à tort, souvent à raison, mais souvent à tort aussi. Parce que derrière les comédies qui sortent chaque année et que beaucoup trouvent à chier, et les drames sociaux que d'autres trouvent chiants, eh ben il existe d'autres choses. Et l'un des plus grands exemples de ce cinéma français-là, c'est un réalisateur du nom de Christophe Gans, et qui a réalisé un film particulièrement, Le Pacte des Loups. Et ça tombe bien puisque c'est justement de ce film dont on va parler. Comme c'est affiché sur le titre et la miniature. Mais comme à notre habitude, avant d'en parler, petite remise en contexte. Donc pour vous parler du Pacte des Loups, je vais devoir vous parler de mon réalisateur français préféré, Christophe Gans, et un peu de comment il est. Parce que c'est un monsieur un peu atypique dans le milieu du cinéma français. Un monsieur qui n'a pas réalisé tant de longs métrages que ça, mais qui a travaillé sur beaucoup de projets différents. Je vais rester sur les grandes lignes de sa filmographie et faire un résumé assez sommaire, et je vous mets quelques interviews en description si vous voulez plus d'informations. En 1999, Christophe Gans est encore un jeune réalisateur ayant travaillé sur deux gros projets, Necronomicon et Crying Freeman. Et si Necronomicon n'a pas un succès incroyable et surtout il a été co-réalisé avec Christophe Gans, quant à lui, Crying Freeman a bien plus de succès par chez nous. Mais en plus d'avoir réalisé ces deux projets, Christophe Gans est un réalisateur connu pour posséder des inspirations dans beaucoup de domaines, notamment une culture bien plus de niche à l'époque, les films asiatiques et d'arts martiaux, ainsi que l'animation japonaise, en plus de tout type de cinéma peu connu. Bref, on va pas parler des inspirations de Christophe Gans tout de suite parce que y en a pour un petit moment quand même. Mais c'est quand même un détail assez important puisqu'il va énormément se ressentir dans sa filmographie, que ce soit avec son adaptation de Crying Freeman, qui est un manga à l'origine, ou bien par le reste de sa filmographie, avec notamment Le Pacte des Loups et plus tard Silent Hill. Maintenant que vous connaissez un peu mieux le monsieur, on va pouvoir parler des origines du projet Le Pacte des Loups, qui va naître grâce à Canal+, qui à l'origine soutenait un projet de scénario de Stéphane Cabel, qui adaptait La Bête de Gévaudan. La Bête de Gévaudan, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une histoire qui parle d'attaques ayant causé plus d'une centaine de morts entre 1764 et 1767, entraînées par des raisons entre guillemets mystérieuses. Serial killer, complot ou une créature particulièrement féroce, il y a beaucoup de théories sur cette attaque. Et c'est donc sur cette histoire bien de chez nous que va naître un script qui va particulièrement intéresser notre cher Christophe Gans. En parallèle, le groupe Canal avait aussi pour but avec ce projet de prouver à Universal que la France était capable de produire des gros films, ou des blockbusters comme on commençait à les appeler à l'époque. Puisque en effet, fin des années 90, début 2000, on est à l'apogée du grand cinéma hollywoodien, avec beaucoup de grosses sorties durant les années 90 comme Jurassic Park, Terminator, Star Wars, bref, des films qui reposent sur leurs effets spéciaux et leur gros budget. Bon, évidemment pas que là-dessus, mais c'est quand même l'un des gros arguments de vente. Et Canal, quand ils vont voir ça, ils vont avoir envie de le reproduire avec le cinéma français pour ne pas laisser le monopole aux Américains. Entre temps, le réalisateur, du coup Christophe Gans, et le scénariste Stéphane Cabel vont procéder à quelques modifications pour que le script corresponde un peu à la vision de Gans également, et c'est à ce moment-là que le personnage de Manny va prendre de l'importance. Le scénario va donc être revu de fond en comble pour convenir aux deux parties, et une fois le scénario trouvé, sachant qu'on avait déjà le réalisateur, il manquait plus que l'équipe qui allait avec. Heureusement, Gans a très vite beaucoup d'idées et il finit par ramener un casting qui vient tout droit d'Asie, là où il pioche pas mal de ses idées, on va pas se mentir. Le casting pour les personnages principaux sera composé de Samuel Le Bihan au rôle principal, Marc Dacascos déjà présent sur Crying Freeman et qui incarne Manny, Vincent Cassel pour le rôle de Jean-François de Morangias, Monica Bellucci dans le rôle de Sylvia et Jérémy Régnier joue le rôle du Marquis Thomas. Et maintenant que l'équipe technique est au complet et que le casting est entièrement créé, il reste plus qu'à tourner. Et avant de parler du tournage, je vous mets en description un making-of entier du tournage très intéressant et que je vous recommande si vous voulez vraiment en apprendre plus que ce que je vais vous dire. Et pour commencer tout de suite avec les anecdotes, le film sera très ambitieux, puisque le tournage sera assez long, il est prévu dans 8 départements différents et prévu sur 90 jours et avec un budget de 20 millions d'euros. Évidemment, comme toujours dans le cinéma, le tournage va se passer sans aucun accroc, les 90 jours seront parfaitement respectés, ainsi que le budget. Bien sûr que non, ça va pas se passer comme ça, hein. Christophe Gans va essayer de convaincre la production que le budget et les jours de tournage vont être dépassés et qu'on pourrait peut-être faire des coupes dans le script. C'est d'ailleurs assez intéressant à noter, un réalisateur qui accepte de faire des coupes dans le script puisque le film est peut-être un peu trop ambitieux, hein. C'est pas tous les jours qu'on voit ça.
Et ironiquement, c'est l'équipe de production qui va refuser l'idée, puisque dans les investisseurs et personnes intéressées par le projet, chacun tient à ce que le script soit mené tel quel, pour une fois que les rôles s'inversent. La production, elle va donc dire un truc du genre t'inquiète Christophe, tu gères », et lui, il va dire « ok, je gère ». Résultat, premier jour de tournage, Vincent Cassel n'est pas là puisque retardé par un autre tournage, puis s'en suivra des conditions météorologiques cauchemardesques qui empêchent de tourner. Ajoutez à cela quelques petits incidents de tournage comme un technicien qui va se brûler avec une torche, et on peut clairement dire que ça a dû être l'un des tournages les plus difficiles du cinéma français. Surtout si on rajoute à tout ça le fait que l'équipe devait bouger entre chaque région. Et pour ceux qui demanderaient, les conditions météorologiques catastrophiques c'était pendant tout le tournage, parce qu'ils ont absolument tout tourné en extérieur. Résultat final, 32 millions d'euros de budget et 140 jours de tournage. Pour comparaison, le précédent film de Christophe Gans aura demandé 30 jours et Silent Hill, qu'il réalisera juste après, lui demandera 60 jours de tournage. Ouais, c'était pas facile, hein. Après tous ces problèmes, le film partira en post-production, qui va plutôt bien se passer, les effets spéciaux seront confiés au studio britannique Jim Henson Creature, et une fois la post-production finie, le film aura droit à une campagne marketing assez massive et sortira en salle le 31 janvier 2001, avec un accueil qui va clairement tout casser. En 2 semaines, plus de 2 millions d'entrées rien qu'en France, et le film fonctionnera très bien à l'étranger. Les recettes totales s'élèveront à un peu plus de 70 millions d'euros, donc pour les 32 millions investis, c'était largement rentable, et les critiques seront assez élogieuses, vantant une façon de faire du cinéma jamais vue en France. Mais ironiquement, aujourd'hui, le film, bien qu'à son statut culte, il n'amènera pas grand-chose dans le cinéma français. Là où beaucoup s'attendaient à cette fameuse révolution qui forcerait le cinéma français à essayer de nouvelles choses, non, finalement, rien ne va vraiment changer, et c'est bien dommage. Aujourd'hui, Le Pacte des Loups, c'est un peu un ovni du cinéma français. Quelque chose d'à part qui n'a jamais vraiment eu de suite. Du moins en France, puisque à l'étranger, le film aura eu un impact sur pas mal de productions, notamment en Asie. Mais je parle depuis tout à l'heure, mais pour ceux qui n'ont jamais vu le film, bon déjà qu'est-ce que vous foutez là? Ça parle de quoi Le Pacte des Loups? Comme je l'ai dit plus tôt, le film s'inspire du récit de la Bête du Gévaudan. On suit donc Grégoire de Fronsac, naturaliste, accompagné de son servant et ami Mani, qui est un Iroquois, un peuple des tribus d'Amérique. Ils sont appelés en Gévaudan pour traquer la bête qui sévit depuis quelques mois seulement, mais lors de leur voyage, ils se rendent compte que la bête n'est pas ce qu'elle semble vraiment être et qu'un complot se cache derrière tout ça. Je préfère prévenir, je vais pas résumer en détail les événements du film parce que ça me prendrait pas mal de temps, et que je suis toujours une feignasse, et que je vous recommande vraiment de voir le film si c'est pas fait, surtout que je vais spoiler certains moments. Donc Le Pacte des Loups, qu'est-ce que ça vaut et pourquoi je vous en parle? On va voir ça tout de suite. Et pour changer, j'ai décidé de découper cette analyse en plusieurs parties sur les points que je considère comme les plus importants. L'intrigue, comme je viens de la résumer, est probablement ce que je considère comme le point le plus faible du film. Bon, laissez-moi m'expliquer. Si le film est bon dans son approche thématique, que ce soit par les messages qu'il veut transmettre ou bien son approche du récit de la Bête du Gévaudan, ce qui va vraiment pêcher, c'est le rythme de l'intrigue et la façon dont les éléments s'enchaînent. Le film souffre de ce que j'appellerais le syndrome du climax précoce. Tapez pas ça sur Google, je viens de l'inventer, mais j'aime bien le terme. Spoiler alerte, je vous laisse 5 secondes. Quand Mani meurt, Grégoire de Fronsac prend le flambeau de son ancien ami et part le venger. Il arrive dans le repère du culte et massacre beaucoup de gens. Mais là où dans le film, cette scène serait le climax du film et amènerait à un affrontement final, ici c'est un faux climax. Puisque le film nous montre toute cette tension montée tout au long de cette séquence, mais vu qu'il n'a pas encore fini de répondre à toutes les questions que l'intrigue a posées, il ne peut pas se finir ici. C'est pour ça que je parle de climax précoce. D'ailleurs je dis ça mais il y a de fortes chances que le terme existe déjà et que je le connaisse juste pas, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous savez. On nous montre donc Grégoire échoué et le film continue. Le problème étant que cette dernière partie, même si nécessaire au propos du film et au bon déroulement du scénario, se retrouve beaucoup moins palpitante, du moins à mon sens. Et le film nous fait derrière miroiter un second pic d'intensité avec les révélations finales et l'affrontement contre Jean-François de Morangias et Grégoire de Fronsac, même si ce combat est très cool, et on va y revenir après. Mais si l'exécution, elle, est, on va dire, bancale, les intentions, elles, par contre, sont très bonnes. Et pour ça, je vais devoir vous parler un peu plus de la Bête de Gévaudan. C'est à l'origine une histoire, et je dis bien une histoire, pas un conte.
Même si les événements et la cause restent brouillonnes, le massacre lui est bien réel. Le film prend le parti de la théorie comme quoi la bête de Gévaudan serait en réalité une conspiration qui a pour but de déstabiliser le pouvoir en place et qu'en réalité la bête est un simple animal ramené d'Afrique et dressé par Jean-François de Morangias. Ce postulat permet d'aborder pas mal de thématiques comme le respect de la nature et du vivant, aussi bien avec la bête que le personnage de Mani, dont le respect de la nature va avec la culture de sa tribu. Mais aussi les conflits politiques de l'époque avec la manipulation du peuple, que ce soit par le roi qui ment en apportant une fausse résolution aux soucis causés par la bête, ou bien par le culte qui cherche à remettre en question le pouvoir en place par la peur. Des thématiques, que ce soit pour le respect de la nature et de l'environnement, ou bien la politique, toujours d'actualité. On va tous mourir. Ces thématiques, si chères au film, ne sont d'ailleurs pas seulement expliquées, mais surtout montrées. Je vous le dis tout de suite, l'image regroupe énormément de choses, mais on va principalement se concentrer sur la mise en scène, les décors et le rendu de l'image. Sachant que le rendu de l'image concerne aussi la lumière et la... Je peux pas tout parler du film parce que sinon ça prend trop de temps, hein, voilà. Mais en gros, rendu de l'image, c'est joli. La mise en scène déjà. Et des 3 points que je viens de citer, c'est probablement le plus oubliable. Je viens de dire que Christophe Gans est mon réalisateur préféré, je suis en train de dire que la mise en scène n'est pas ouf. Je vais me rattraper. Alors j'abuse. Enfin non. Enfin si quand même. En fait, elle fait très bien son travail et sert parfaitement le film, particulièrement pendant les apparitions de la créature. Christophe Gans sait clairement où mettre la caméra, quand, comment, pour faire peur avec sa créature. Et en plus, de temps en temps, elle fait preuve d'idées assez sympas, comme sur ce plan, pour donner quelques exemples. Mais disons plutôt que c'est pas le point fort du film et que c'est clairement pas par ça que le film va se démarquer. Il y a beaucoup de bonnes idées, mais ça reste du fonctionnel. Ça fonctionne, ça ne gâche pas le visionnage, mais il n'y a pas énormément d'idées où on se dit waouh. En revanche, le point sur lequel on va souvent dire waouh et qui va mettre tout le monde d'accord, c'est les décors, qui sont tous filmés en extérieur. Christophe Gans tenait à ne rien faire en studio, ce qui est admirable, surtout quand on voit tous les problèmes que le mec a subis pendant le tournage. Les décors dans ce film sont clairement magistrales. Ils sont à la fois entre de la fantaisie et du réalisme. L'équipe a clairement su montrer que la France avait de beaux panoramiques, ça c'est certain. Le film sait vraiment faire varier son ambiance et par moments se permet même des choses que certains n'auraient pas su se permettre à l'époque. Et d'ailleurs que même l'industrie aujourd'hui ne se permettrait pas, surtout en filmant tous ces décors en extérieur. Mais ceux à qui je porte le plus grand respect dans l'équipe, c'est clairement ceux qui se sont occupés de l'image. Et quand je dis l'image, je dis le rendu final, que ce soit le chef opérateur, les caméramans, tout dans ce film est magnifique, malgré cette contrainte magistrale qui est de tourner en extérieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, autant de productions favorisent le tournage en studio, et que le tournage en extérieur est réservé à des scènes importantes où vraiment on a besoin d'avoir un décor en extérieur. Si le tournage en studio est très souvent favorisé par l'équipe et la production, c'est pour pouvoir tout maîtriser justement dans le tournage. Que chaque aspect de l'image soit contrôlable par les techniciens, là où en extérieur, c'est un peu plus compliqué de prévoir quand est-ce qu'il va pleuvoir. Si le tournage en studio est très souvent favorisé par l'équipe, c'est justement pour pouvoir maîtriser chaque aspect de l'image pleinement et contrôler le tournage sans difficulté. Un peu plus compliqué à l'extérieur. Et je vais me répéter, mais si vous l'avez pas fait, je vous recommande encore le making of disponible gratuitement sur YouTube et qui montre parfaitement toutes les difficultés qu'ont rencontré l'équipe et qui malgré tout s'efforce de continuer dans sa ligne de tourner en extérieur. Si j'ai qu'une chose à dire, c'est bravo. Moi j'aurais pas eu la foi. De toute façon, j'étais pas né. D'ailleurs, ce tournage en dehors des studios explique peut-être le petit défaut que je vais évoquer. Les acteurs, ils sont corrects, pour la majorité. Putain, je vais me faire défoncer moi. J'aimerais bien développer, mais dans l'ensemble, il n'y a pas grand chose à redire, parce que je vois aucune performance particulièrement incroyable. Disons simplement que le jeu ne m'a pas bluffé. À part peut-être Marc avec Mani. Que ce soit dans le casting ou dans le jeu des acteurs, rien de mauvais, mais rien d'incroyable non plus qui se remarque. Cependant, deux choses que je peux développer en rapport avec l'acting, ce sont les costumes. Là aussi, les accessoiristes ont effectué un travail de malade dans la fidélité de l'époque, mais aussi un effort de création incroyable avec par exemple les tenues de Grégoire et Mani au début du film. Et c'est connu, mais c'est d'ailleurs ces tenues qui vont inspirer Hidetaka Miyazaki pour ses tenues dans Bloodborne. Notamment celle-là.
Et ce que je vais également inclure dans l'acting, ce sont les chorégraphies de combat, qui sont dirigées par Philippe Kwok, un chorégraphe et acteur taïwanais qui a travaillé sur pas mal de films d'arts martiaux, comme À toute épreuve ou encore La mariée aux cheveux blancs. Des films qui ont d'ailleurs, pour certains, inspiré Christophe Gans. C'est un juste retour de bâton. Après tout, pour rendre hommage à un film, quoi de mieux que reprendre le mec qui a chorégraphié ce film. Et d'ailleurs, si je parle des chorégraphies, c'est parce qu'elles sont très atypiques pour du cinéma occidental. Le film a énormément d'idées, que ce soit dans la façon de se battre des personnages, ou bien la manière de le montrer. Bref, les scènes de baston sont démentes, et pour un film qui s'inspire du cinéma asiatique, et particulièrement du cinéma hongkongais, c'est très réussi, et je le précise au cas où, mais ce sont pas ses seules influences, on va en reparler plus tard. Et en fait, plus tard, c'est maintenant. Dernier point que j'évoquerai pour ce film, qui est pour moi la plus grande qualité, et également la raison qui fait que j'ai eu envie de vous parler du Pacte des loups, et ce sont ses inspirations dans le cinéma genre, mais pas seulement. Christophe Gans est un monsieur qui a un amour inconditionnel pour le cinéma genre, que ce soit les westerns, les films de KPDP, les films d'arts martiaux asiatiques, mais également des médias encore de niche en Occident à l'époque, ou en tout cas dont la valeur n'était pas forcément reconnue, comme l'animation japonaise ou bien le jeu vidéo. Je rappelle quand même que début des années 2000, il y a eu une loi qui a limité le nombre de productions japonaises autorisées en grand écran français, et bon, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi le jeu vidéo se targuait encore une réputation un petit peu de merde. Mais Christophe Gans, lui, ça il en a un peu rien à faire, puisque c'est l'une de ses plus grosses sources d'inspiration. La scène du combat final est d'ailleurs un exemple parfait de ça. On a deux personnages, un qui s'appelle Grégoire de Fronsac, l'autre Jean-François de Morangias, qui se battent tous les deux avec des bases d'arts martiaux asiatiques, une arme inspirée de Soul Calibur, et des dialogues typiques de films de KPDP. Tout ça dans un film français au début des années 2000, inspiré d'une vieille histoire de chasse locale. Si cette description ne suffit pas à vous convaincre à quel point Christophe Gans est un génie, j'en ai d'autres qui arrivent. Parce que autre chose qui illustre ça dans le film, c'est la mort de Manny. Gans a déjà dit en interview que Grégoire à ce moment récupère en quelque sorte les connaissances et forces de son ami, mort, comme dans le film La rage du tigre. Réalisateur de La rage du tigre qui dira d'ailleurs plus tard s'être inspiré de Christophe Gans sur le Pacte des loups. Généralement quand le mec dont tu t'inspires s'inspire de toi, c'est que t'as pas fait de la merde. Et toute cette culture du cinéma, du jeu vidéo et de l'animation se voit même dans les visuels du film. J'en ai parlé plus tôt, mais les chorégraphies inspirées de films hongkongais par un chorégraphe et acteur taïwanais, le film sera d'ailleurs l'un des premiers à reprendre le concept de bullet time démocratisé par Matrix à l'époque, et qu'on reverra d'ailleurs quelques mois plus tard dans Max Payne en juillet 2001. Christophe Gans n'est pas quelqu'un qui méprise le cinéma de genre. Même mieux, c'est quelqu'un qui sait parfaitement lui rendre hommage, tout en sachant garder sa propre identité. S'il est bien incroyable sur ce point, c'est réussir à rendre hommage à tout ce cinéma qu'il adore, justement en créant une atmosphère qui lui est propre. Et c'est vraiment ça qui fait que j'apprécie autant ce réalisateur. C'est quelque chose que l'on pourrait même dire de toute sa filmographie, puisque bien que courte, l'un de ses futurs films qui illustre ça à la perfection, c'est bien Silent Hill. Souvent considéré comme l'une, si ce n'est la meilleure adaptation de jeux vidéo au cinéma, par beaucoup de gens, moi compris. D'ailleurs, il y a quelques temps de ça, j'ai fait une vidéo sur le premier jeu vidéo Silent Hill, donc si ça intéresse certaines personnes, vous pouvez aller la regarder. Et je vais d'ailleurs en profiter pour vous inviter à vous abonner, liker, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez du film. Bon, ok, j'arrête la promo. Par contre, il y a de fortes chances qu'un jour j'évoque le film Silent Hill dans une vidéo plus en profondeur. Mais j'ai déjà beaucoup trop de sujets à traiter. Bref, pour revenir sur notre sujet principal, à savoir le Pacte des loups, si vous voulez connaître quelque chose de drôle, c'est que si moi personnellement c'est toute cette culture qui m'attire autant vers le cinéma de Christophe Gans, ironiquement, c'est peut-être à cause de ça que le film a si peu influé dans le cinéma français. Je vais m'expliquer. Beaucoup, après la sortie du film, diront que le film a justement beaucoup trop d'inspirations diverses et variées, et d'ailleurs que ce film peut être une balle dans le pied tirée au cinéma français, due à sa difficulté de production, ainsi qu'à tous les problèmes qu'ont pu rencontrer simplement l'équipe technique lors du tournage. Beaucoup de gens avaient peur que le cinéma français doive absolument ressembler à ça dans les années futures, et que tous les films allaient être d'aussi grosses prises de tête. Et même si le film a bien marché et a plu à énormément de gens, cette difficulté de production et les inspirations très variées de Gans ont sans doute refroidi beaucoup de personnes quant au futur du cinéma français, du moins dans ce style-là. Du coup, aujourd'hui on a les Tuches 4. C'est déjà pas mal.
Blague à part, c'est un peu triste de voir que toute l'ambition qu'avaient les producteurs derrière ce film a été complètement évaporée pour plein de raisons quelconques. Mais bon, c'est comme ça, et aujourd'hui on se retrouve avec un cinéma français qui tente malgré tout des trucs, de temps en temps. Après, tenter c'est bien, mais réussir c'est mieux. Mais c'est justement ce qui me fait autant apprécier ce film, et rebutera peut-être certains dans le visionnage. J'ai pas d'ailleurs cité toutes ces inspirations, parce que déjà il me faudrait des heures, et que je vous ai mis des liens en description sur certaines de ces interviews qui expliquent bien d'où viennent ces inspirations. Et le monsieur est pas toujours facile à suivre, hein. Aujourd'hui, malgré son statut de film culte, Le Pacte des Loups trône seul dans sa catégorie, dans le cinéma français et même le cinéma en général. Je vais reprendre ce que j'ai dit plus tôt, mais on a affaire ici à un véritable ovni dans l'industrie. Christophe Gans dira même souvent en interview que si ce film existe aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à un coup de pouce du destin. Le réalisateur dira même que 6 mois plus tard ou 6 mois plus tôt, le film aurait pu tout simplement ne pas exister. Vous l'aurez compris, si j'apprécie autant ce film et la filmographie de Christophe Gans, c'est parce qu'il recherche à montrer autre chose du cinéma français. Que quand il veut, ce cinéma peut être plein de promesses, d'espoir et de nouveaux horizons. C'est d'ailleurs quelque chose que je pourrais attribuer à deux autres réalisateurs bien connus dans le cinéma français, Jean-Pierre Jeunet et Luc Besson. Oui, bon, c'est un mauvais exemple, mais voilà, vous l'avez compris. Si aujourd'hui autant de clichés persistent sur le cinéma français, certains montrent encore qu'il faut savoir se défaire de ce que l'on voit de partout et regarder un peu plus loin. Le Pacte des Loups est un film qui n'aurait pas dû exister dans une industrie comme la nôtre, mais je suis vraiment heureux qu'il ait pu voir le jour. C'est peut-être pas un chef-d'œuvre, le film possède quelques défauts comme les acteurs pas toujours au top, sans doute à cause des conditions de tournage, ou encore un rythme pas toujours soutenu et qui laisse des longueurs par moment. Et je pense que c'est quand même quelque chose d'important à préciser, mais le film ne pourra pas plaire à tout le monde. On pourrait presque dire qu'on est sur du cinéma de niche, et je pense que tout le monde va pas forcément accrocher. Mais c'est un film qui essaie de faire du neuf, et qui s'applique à le faire bien, et rien que pour ça, il mérite un grand respect, et que vous alliez le voir si vous êtes un peu curieux. Personnellement, c'est après l'avoir revu en salle que j'ai eu envie de faire une vidéo dessus, et j'espère qu'elle vous aura plu. Et dans la prochaine vidéo qui parle cinéma, on va traiter de cinéma d'animation. Parce que jusque-là j'en ai pas parlé, et que j'aime beaucoup ça. Sur ce, pour voir ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo parce que ça me fait plaisir et que je le mérite, s'il vous plaît. D'ailleurs, mais du coup, je vais parler de quoi dans la prochaine vidéo? T'as une idée, toi?